Assis au bout de la jetée, Virgile observait l'horizon. Comme chaque matin, une mer d'huile promettait un futur sans complications. Une petite brise chaude, d'au-delà des mers, caressait sa tignasse hirsute. Et comme chaque jour, assis sur le rebord en pierre, il contemplait de l'aube jusqu'à midi les remous de la mer. De temps en temps, une voile ou une baleine lui faisait signe, saluant ainsi le phare humain de la côte. Il avait élu domicile à 2 patelas, dans une petite bicoque en pierre écrasée par le temps, avec son toit plat en briques rouges si reconnaissable. L'après-midi, il enfilait son petit baluchon rempli de friandises qu'il vendait sur la plage, un peu plus loin à l'est. Les tourments de Virgile étaient quelque part comme la mer, qui le fascinait tant, pratiquement inexistant. Il aimait sa vie au ralenti. Rien ne semblait pouvoir troubler cette quiétude. Mais voilà qu'un matin, plus tard dans la saison, quand le soleil battait son plein et que les voyageurs affluaient de toutes les régions du monde pour profiter de ce climat paradisiaque, et alors qu'il observait les mouettes, il sentit un vent mauvais dans le ventre. Il n'avait quasiment pas dormi cette nuit-là. Il s'était agité, se retournant sur son petit lit de fortune, duquel, quand il était allongé de tout son long, voyait ses semelles trop longues pendre dans le vide. Dans l'espoir de trouver la cause de ses remous intérieurs, il avait emmené sa longue-vue, laquelle il réservait d'habitude pour les jours où il savait qu'un bateau de croisière passerait. À force de les avoir épiés à travers l'œilleton, il en était arrivé à la conclusion que les gens riches avaient de drôles d'habitudes. Ils payaient une fortune le droit de découvrir le globe par l'océan, mais étaient tellement occupés à des activités chronophages, qu'ils faisaient déjà du reste sur la terre ferme, à savoir se goinfrer de festins, matin, midi et soir, jouer sur un court de tennis aménagé sur le toit du paquebot, ou encore à se dorloter en se reluquant les uns les autres, tant et si bien que quand la croisière se finissait, ces pauvres gens n'avaient vu du monde que les défaillances de leurs voisins. Mais ce matin, Virgile avait beau scruter l'horizon avec sa longue-vue, il savait qu'aucun paquebot n'était prévu. La longue-vue en bois et en laiton était un artefact qui datait du siècle dernier, vestige d'un équipage de flibustiers échoué sur la côte de granit à quelques kilomètres de là. C'était son papa qui lui avait ramené il y a longtemps, en revenant du travail. Mais aujourd'hui, sur son âme, soufflait l'inquiétude des tempêtes en devenir, et pourtant, la mer dédaignait répondre à ses angoisses. Il faut dire qu'à force d'observer l'horizon, il avait développé une sorte de 6e sens animal, qui l'informait avec la justesse d'un baromètre des dangers à venir. Le vent qui soufflait en lui était différent de tout ce qu'il avait connu, comme un vent d'hiver glacial et sombre au cœur de l'été. Ce jour-là, il resta plus que d'habitude à son poste de vigie. Mais il ne fut pas récompensé de sa patience. L'horizon resta imperturbablement plat. Alors, pour chasser ses idées noires, il alla voir son ami Damon, toujours prompt à partager quelques bigorneaux autour d'un vin de pays. « Je crois qu'une tempête arrive », se confia-t-il timidement au cours de la soirée. « Une tempête énorme. » Son ami le regarda interloqué par-dessus ses lunettes. Il était en train de raconter une blague un peu grivoise, quand Virgile lui avait lancé cette phrase sans préavis. « Allons bon, une tempête. Alors que la saison est magnifique, et qu'il fait un temps à croire au paradis. Et toi, tu arrives avec tes gros sabots et tes idées noires, et tu m'annonces de but en blanc qu'il va y avoir une tempête. Ça tourne pas bien là-dedans. Et en plus, tu vas nous foutre l'œil avec tes histoires de tempête. » Le sujet fut clos sans plus de détails. Virgile dormit encore plus mal que la veille. Il arriva sur le ponton avant l'aube. Mais comme la veille, l'horizon était imperturbable. La longue vue ne donnait à voir qu'une désespérante mer d'huile et quelques mouettes agressives, qui plongeaient pour se nourrir des poissons imprudents. Plusieurs jours durant, le vent mauvais d'hiver ne le lâcha pas dans son ventre. Au 5e jour, Virgile était exténué, la mine grise, le moral dans les chaussettes. Un nouveau jour se levait, une nouvelle nuit sans sommeil, et une inquiétude qui n'en finissait pas de grandir. Mais l'air était un rien plus frais ce matin, annonçant déjà petit à petit aux habitants la fin du mois d'août. Sa longue vue ne le quittait plus. Il épluchait l'horizon chaque jour comme les chercheurs scrutent dans les microscopes. Et alors qu'il croyait encore faire chou gras, voilà qu'au fond, tout au fond de l'horizon,
caché à la limite de la vision, si minuscule que même la longue vue peinait à la voir, il vit une tache noire, infime, minuscule, ridicule. Il ne sut pas dire ce que c'était, mais il sut instantanément quelle était la cause de son mal-être. Il courut chez Damon pour lui annoncer la nouvelle et lui redire qu'un danger approchait. Il avait couru si vite qu'il était arrivé tout essoufflé et avait pitoyablement tenté d'expliquer la situation. Mais non seulement Damon ne fut pas intéressé par ces histoires, mais plus encore il le sermonna. « Encore ces foutaises ? Mais le sel de la mer te monte à la tête, mon pauvre vieux. Regarde-toi, on dirait un pouilleux avec tes cernes aussi profondes que des tranchées de guerre. Tu vas me faire le plaisir de te sortir ces idées noires de l'esprit. Et plus vite que ça !» Virgile repartit l'air dépité, sans un mot. Bien sûr, le lendemain, la tache était toujours là, immobile, cachée au fond de l'horizon. Il lui semblait même qu'elle avait grossi un peu. Et le vent mauvais dans son corps se faisait encore plus pressant. Cela faisait des jours et des jours qu'il ne dormait quasiment plus. Et sa lucidité en pâtissait. Il se décida à aller prévenir les gardes-côtes. Eux au moins devraient l'écouter, c'était leur métier après tout. « Messieurs les gardes-côtes, je crois qu'une tempête arrive. »« Allons, mon garçon, quelle drôle d'idée. Nos instruments sont catégoriques. Le ciel sera bleu pendant plusieurs semaines encore. »« Mais pourtant la tempête arrive. » « Cesse de nous agacer avec tes histoires et va donc vendre tes bonbons sur la plage. Tu te crois plus intelligent que nos instruments ? Tu te crois plus intelligent que nous ? Du balai, canaille !» Virgile repartit les épaules basses, sous l'œil moqueur des gardes-côtes. Le lendemain, la tache était toujours là. Et il lui semblait encore qu'elle avait grossi, bien qu'elle restait toujours aussi immobile. Quelques nuages se baladaient dans le ciel, et il entendait au loin les festivités de la ville. Mais l'angoisse était toujours là. Et il était convaincu qu'il fallait prévenir les gens de ce qui se tramait. Il alla voir le maire de la ville, mais le maire n'était pas à son bureau. Sa secrétaire lui répondit qu'elle et le maire avaient mieux à faire que d'écouter les balivernes d'un vendeur de bonbons. Des bonbons d'ailleurs, il n'en vendait quasiment plus. Il était tellement obsédé par cette histoire qu'il restait désormais la journée entière sur son ponton, essayant de comprendre ce que pouvait être cette tâche. Le lendemain, elle avait encore grossi. Et il arrivait presque à la voir à l'œil nu. Un vieux zinzin qui passait par là lui demanda une pièce, et à la place il lui donna un paquet de bonbons qui lui restait dans son baluchon. « Tempête approche, tempête approche, tempête approche !» Le fou répéta plusieurs fois la phrase avec le regard illuminé par la terreur et l'excitation. « Le jugement dernier, mort, tous, moi, toi, eux, mort, mort, mort !» Surpris et un peu effrayé par les mots du vieux fou, Virgile tenta de lui montrer la tache sombre avec sa longue vue. Mais le vieux dingo ne vit que les mouettes, et se brûla même l'œil en regardant le soleil frontalement à travers la lunette. Cependant les mots du vieux fou avaient raffermi la conviction de Virgile. Il devait prévenir quelqu'un. Il retourna voir le maire qui aujourd'hui était à son bureau. « C'est donc toi l'oiseau de malheur qui fait peur aux gens. C'est le premier et dernier avertissement. Cesse de nous bassiner avec tes histoires. Où je te fais enfermer et je rase ta maison. D'ailleurs, je t'interdis dès ce jour l'accès au ponton. » Et ce ne fut pas des menaces en l'air de la part du maire. Effectivement, le lendemain, le ponton n'était plus accessible. Des gardes en protégeaient l'entrée. « Du balai, le pouilleux, accès réservé. »« Mais c'est mon ponton. »« Avez-vous vu aussi la tache à l'horizon ? » ?»« J'ai dit du balai, vermine. » Virgile, dépité, se rendit chez son ami, qui refusa de lui ouvrir. Et lui dit à travers l'entrebâillement de la porte. « Je refuserai de t'accueillir tant que tu t'obstineras avec ces bêtises. Tu vas nous attirer des ennuis. » Alors pour se chasser les idées, Virgile essaya de reprendre son activité de vendeur de friandises sur la plage. Mais le mot s'était passé, et les gens ne voulaient plus de ses bonbons. Ils l'évitaient comme la peste, en chuchotant sur son passage. Pire que ça, un nouveau vendeur commissionné par la mairie avait fait son apparition. Et il faisait des recettes substantielles avec des biscuits venus d'ailleurs. Virgile était dépité. Mais plus encore, il était fatigué. Si bien qu'il lui suffisait de se poser quelques secondes pour s'endormir complètement. Et il eut l'affreuse surprise de voir que pendant l'un de ses sommes spontanés, on lui avait volé sa longue vue. Le sort s'acharnait contre ce pauvre garçon que personne n'écoutait. Maintenant qu'il n'avait plus accès à son ponton, Virgile avait dû se résoudre à changer de point d'observation. Il en avait trouvé un à quelques kilomètres de là. C'était là que son papa l'emmenait quand il était enfant. De la petite terrasse naturelle creusée dans le granit,
il avait une belle vue, et il pouvait encore voir la tache. Mais comment se faisait-il que personne ne voyait cette tache? Pourtant elle grossissait de jour en jour, et le vent mauvais de son ventre ne le quittait plus. Même le soleil toujours bleu lui semblait de plus en plus timide. Il resta une semaine encore à ronger son frein, observant en silence la tache noire. Il avait même installé une petite tente de fortune et ne quittait plus son poste d'observation. La tache était maintenant parfaitement visible à l'œil nu. Il s'agissait d'une grosse masse informe et sans matière. Détail important, les mouettes ne volaient plus. Au moins n'était-il pas le seul à voir la tache. Mais la ville continuait de festoyer innocemment, en profitant des rayons dorés de la fin de l'été. C'en était trop. Il devait coûte que coûte prévenir les gens. Il alla sur la plage, se mit sur un petit tabouret en bois, à l'endroit où les gens étaient amassés, et s'exclama. « Oyez, oyez, braves gens, il faut évacuer la ville. Une tempête approche, une tempête comme on n'en a jamais vu. Il en va de votre vie et de celle de vos enfants. » Mais les gens le regardaient comme un fou. Il faut dire qu'il faisait peine à voir avec ses vêtements débraillés et sa chevelure hirsute. Seul le fou s'était assis à ses pieds et le regardait en s'agitant. « Mais regardez, bon Dieu, la tache sombre à l'horizon. C'est une tempête qui arrive, une tempête monstrueuse. » Mais personne ne semblait voir la grosse tache à l'horizon. Les gens ne voyaient que le ciel, toujours bleu, et leurs soucis quotidiens comme seul horizon. Une patrouille de la ville qui avait été prévenue se présenta et l'emmena manu militari au cachot de la ville. Le cachot avait été construit sur un flanc de la montagne de granit. Il n'y avait qu'une petite lucarne, qui donnait sur la mer et sur la ville en contrebas. Mais même depuis ce cachot, il pouvait encore apercevoir un bout de la tache, qui n'en finissait plus de grossir. Le maire vint lui rendre visite, et après l'avoir rossé, lui dit « Je t'avais prévenu, jeune insolent, de ne plus importuner les gens avec tes histoires. On ne veut pas d'oiseaux de malheur dans ton genre. » « Mais bon Dieu, regardez, on voit même la tache d'ici. » Le maire regarda furtivement par la lucarne, mais ne vit rien. « Pour la peine, tu seras privé de repas ces 2 prochains jours, et ta bicoque sera réquisitionnée pour servir de maison aux nouveaux vendeurs de friandises. Tu sais qu'il vend bien mieux que toi. » Le jeune Virgile pleurait toutes les larmes de son corps, non pas pour la longue vue qu'on lui avait volée, non pas pour sa bicoque spoliée, non pas parce qu'il était privé de repas, ou parce que le nouveau vendeur lui avait volé son travail, ni même parce qu'il était enfermé dans ce cachot, mais parce que personne ne voulait le croire, et que la tempête approchait. Elle soufflait déjà en lui comme un démon sournois. « Seigneur, que puis-je faire contre ces gens qui ne veulent pas voir ?» Les jours s'écoulaient ainsi tristement dans le cachot. Virgile avait réussi à entendre à la volée quelques conversations de ses voisins de cellule. « Paraît que le temps va se gâter un peu. Une petite averse. C'est le maton qui me l'a dit. Ça va encore tremper nos couches, cette histoire. Il pourrait nous mettre des fenêtres au moins. » La tâche était si grosse que depuis sa lucarne, Virgile ne voyait plus rien d'autre. Il ne mangeait plus. Il ne buvait plus. Il était résigné à son sort. Et cette histoire commençait à attaquer sa santé mentale. Il savait bien qu'il ne sortirait plus de ce cachot. Les jours suivants, les autres prisonniers qui ne lui accordaient aucune attention, pensant qu'on ne discute pas avec un fou, continuaient à parler de leurs exploits vantardisés et de la météo, les 2 sujets favoris des gens enfermés. L'averse promise n'était pas arrivée. « Oh, je crois bien que ça va craquer aujourd'hui ou demain, et on va se prendre une saucée du diable. Regardez-moi comme les nuages sont noirs. » Virgile, entendant ces mots, se mit à rire à gorge déployée, sombrant peu à peu dans une folie irréversible. Il hurla à ses voisins. « Et comment que vous allez prendre une saucée ? Nous allons tous mourir. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. » Les prisonniers ne répondirent rien. La tâche était maintenant si gigantesque que le jour ne se levait plus. Ils pouvaient entendre les bébés de la ville gémir en permanence. Et les bruits des festivités en contrebas avaient laissé place à un silence de mort. Une tension électrique s'était installée sur la ville. Cela était perceptible même depuis la prison. Les matons eux-mêmes semblaient plus nerveux qu'à l'accoutumée. À tel point qu'une voiture avec un mégaphone passait dans la ville en rassurant la population. « Les experts sont formels, ce ne sera qu'une tempête de faible intensité. Quelques averses de grêlons tout au plus. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. » Mais personne ne semblait vraiment rassuré face à ces nuages noirs qui n'en finissaient plus d'avancer,
sans ne jamais se percer. L'air s'était tellement rafraîchi qu'on se serait cru à la fin de l'automne. Le lendemain, à l'aube, toutes les alarmes de la ville retentirent à tue-tête. Virgile s'empressa de regarder par la lucarne et vit une pluie noire, visqueuse, pareille à de la poix qui se déversait en un vomi torrentiel. L'air était irrespirable. La poix du ciel collait dans une bouillasse noire tout ce qu'elle touchait, et les gens de la ville commençaient à hurler, car le contact sur la peau de cette pluie étrange brûlait la chair et lâchait des vapeurs toxiques. Le maire débarqua en trombe dans la cellule de Virgile. « C'est toi qui as fait ça, c'est toi le responsable !» Et sans attendre la réponse de Virgile, il le colla contre le mur et le frappa comme un animal enragé, les yeux exorbités de terreur. Alors que le sang lui recouvrait les yeux, Virgile se mit à rire, entrecoupé de hoquets de souffrance. Plus les coups pleuvaient, plus Virgile riait. Le rire de Virgile finit par terrifier le maire qui s'enfuit en courant, laissant la porte de la cellule ouverte. Virgile, avec un peu d'effort, aurait pu s'enfuir, mais il restait immobile, gisant contre le mur, le visage plein de sang, les yeux au ciel, laissé pour mort, mais heureux d'une revanche méritée. La tempête dura 7 jours et 7 nuits, et personne ne put en réchapper. Le secteur fut condamné à tout jamais, et ainsi s'acheva le triste sort de la petite ville tranquille qui refusa d'écouter les avertissements du petit vendeur de friandises.